Bonjour, donc je suis Laurent Bach, directeur du pôle entreprise de l'IPP et professeur à l'ESSEC. Donc on va vous présenter notre analyse du quinquennat 2017-2022 avec l'équipe entreprise ici aujourd'hui constituée de Arthur Guiuzouik et Clément Malguir. Alors en fait toutes les mesures qui ont été évoquées ou une grande partie des mesures qui ont été évoquées par François Langot pour son analyse macroéconomique, une grande partie cible directement les entreprises. Et évidemment, on pense aux mesures d'urgence, dont les plus connues, évidemment, sont directement adressées aux entreprises, que ce soit le chômage partiel, le fonds de solidarité, les prêts garantis aux entreprises. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a des mesures fiscales pérennes qui représentent une très grande partie de l'effort budgétaire de long terme fait lors de ce quinquennat qui touchent directement les entreprises. D'une part, des mesures sur les impôts sur la production et d'autre part, une mesure continue de baisse d'IS décidée dès le début du quinquennat et qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Simplement parce qu'en fait le tissu des entreprises est en fait très très hétérogène et il ne suffit plus de dire qu'on fait un effort pour les entreprises pour s'assurer qu'on a véritablement fait l'effort là où il fallait. Et pour comprendre ça, en fait, il faut construire une maquette du tissu productif qui représente l'ensemble des entreprises dans une grande base de données. En général, c'est issu donc des bases de données administratives fournies par la DGFiP. Et ces bases, elles couvrent à peu près 90% de la valeur ajoutée produite par le secteur privé. Ce qui manque, ce sont des micro-entreprises, des entreprises financières et aussi quelques professions agricoles et libérales. Donc vraiment, on a accès, et c'est peut-être une innovation qui a été lancée par l'IPP depuis maintenant 1 an, on a une maquette de l'économie très précise et très exhaustive. Là, on va s'intéresser en fait à la population des entreprises telle qu'on l'observait en fin 2019. Et donc, on va prendre cette population et se demander lesquelles des entreprises parmi cette population ont bénéficié des mesures d'urgence, lesquelles ont bénéficié le plus des mesures pérennes, c'est-à-dire qu'on va comparer ce qu'elles auraient reçu si le système fiscal était le même que celui de 2017 par rapport à celui qu'on aura en 2022. Et donc, on va trier ces entreprises pour comprendre bien mieux le ciblage de ces différentes mesures. Trier suivant différentes caractéristiques. Évidemment, lorsqu'on s'intéresse aux entreprises, on ne peut pas simplement trier suivant le niveau de revenu parce que les mesures de ciblage qui comptent sont plus diverses. Les objectifs sont eux-mêmes divers. Donc il y a des objectifs de court terme, combler par exemple le trou subi à cause de la crise sanitaire. Donc ça c'est une première mesure, la taille du choc de chiffre d'affaires. Une deuxième chose, c'est faire en sorte que les entreprises qui étaient préalablement le plus fragiles financièrement peut-être sont les plus aidées ou pas si aidées que ça. C'est vraiment justement une des questions à laquelle on va essayer de répondre. Et la deuxième chose, c'est des dimensions plus de long terme. Est-ce que ce sont les entreprises les plus productives, les plus grandes, les plus intenses en emploi ou en capital? Tout ça sont des questions auxquelles on va répondre en divisant le tissu productif en 10 groupes de taille égale pour l'économie. Donc tout ce que vous allez voir, lorsque vous prendrez la moyenne de ce qui arrive à chaque groupe, ça va vous donner directement l'impact agrégé des dépenses sur le tissu productif. Donc, quand on fait ça, il faut prendre en compte, il faut se rendre compte que le tissu des entreprises est extrêmement hétérogène avec des queues de distribution extraordinairement épaisses. Donc là, ce qu'on représente, c'est l'économie triée, l'économie privée triée suivant la taille des effectifs de chaque entreprise. Et ce qu'on voit, c'est que le premier groupe, le groupe numéro 1, qui représente donc 10% de la valeur ajoutée, en fait représente environ 2 millions d'entreprises. Mais 2 millions d'entreprises extraordinairement petites avec un effectif d'environ 1 salarié. Et en revanche, les 5 derniers groupes sont beaucoup moins nombreux
mais représente 50% de l'économie privée parce qu'il s'agit là d'entreprises de plus de 900 salariés, donc des très grandes entreprises. Et c'est très important de représenter l'économie comme ça et de représenter la dépense de cette manière, hein, parce que simplement, ce que vous allez voir au niveau macroéconomique, ce sont des euros, hein, et il faut se figurer qu'évidemment, 1 euro dépensé chez Renault représente, la même mesure dépensée chez Renault va avoir un impact sur le budget bien plus grand. Donc, évidemment, le premier tri, et c'est peut-être l'apport des données administratives qu'on a eu, le premier tri qu'on peut faire, c'est en fonction du choc reçu suite à la crise sanitaire. Hein. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé à l'occasion du budget de l'année dernière. Hein, c'était des nouvelles mesures, on était parmi les premiers à pouvoir dire voici l'hétérogénéité du choc suivant les entreprises. Depuis, il s'est passé plusieurs choses, évidemment. Il y a eu une première vague d'aide qu'on avait couverte l'année dernière, mais surtout, maintenant, il y a eu une deuxième vague d'aide d'ampleur budgétaire au moins aussi grande, et dont il va falloir comprendre le ciblage, la différence de ciblage notamment avec la première vague. Et par ailleurs, les mesures de choc qu'on a couvrent une période plus longue. L'année dernière, on mesurait le printemps 2020 par rapport au printemps 2019. Là, on va pouvoir considérer l'impact de la crise sanitaire sur l'ensemble d'une année entière. Donc quelque chose de beaucoup plus pertinent au niveau économique. Hein, on va essayer de comprendre là la répartition de ce choc. Elle est très hétérogène, on s'en doute. Hein. Il y a en fait 10% du tissu productif qui a subi une perte de chiffre d'affaires sur un an de plus de 75%. Et ce qu'on oublie, peut-être, mais ce dont il faut bien se figurer l'ampleur, c'est qu'il y a aussi des entreprises, 10% du tissu productif, qui a subi une très forte hausse de leur chiffre d'affaires sur la même période, de plus de 50%. Hein. Malgré tout, on sait tous que le choc a été négatif, et ça se voit parce que la grande majorité des entreprises a subi un choc négatif, mais évidemment d'ampleur différente. Hein. Et ce qu'on peut penser quand on montre ces nouvelles données, c'est peut-être qu'il n'y a pas véritablement de réalité pour les entreprises derrière cette chute de chiffre d'affaires. Mais lorsqu'on regarde par exemple les faillites, qui sont évidemment un événement dramatique pour une entreprise, on voit que ces faillites, même si elles ont été beaucoup moins nombreuses que ce qui avait été préalablement anticipé, les faillites qu'on a observées représentent environ 3% de la valeur ajoutée et uniquement chez les entreprises qui ont subi le plus gros choc de chiffre d'affaires. Pas surprenant si vous croyez que notre mesure est bonne, et effectivement c'est le cas ici. Hein. Sans surprise d'ailleurs, les entreprises les plus touchées sont au niveau sectoriel les secteurs auxquels on s'attendrait, hein, donc l'hôtellerie-restauration en particulier. Il y a environ 2% du tissu productif dans l'hôtellerie qui a fait faillite. Ce qui aurait pu être beaucoup plus important, mais qui n'est quand même pas négligeable. Après, la deuxième chose qu'apportent ces données, c'est de comparer donc l'exposition trouvée grâce à ces données avec le ciblage sectoriel que le gouvernement a priorisé pour un grand nombre de dispositifs. Pour un grand nombre de dispositifs, le gouvernement a distingué des secteurs, secteur 1, secteur 1 bis, secteur 2. Et c'est vrai que les secteurs priorisés font partie en priorité de ceux qui ont subi la plus forte hausse de chiffre d'affaires. Malgré tout, dans la partie de l'économie à gauche qui a subi la plus forte chute, il y a environ 30% des entreprises qui ne font pas partie des secteurs priorisés. Et donc, il est possible que ce ciblage, au moins dans un premier temps, n'ait pas été d'aussi bonne qualité qu'il aurait pu être. Et c'est précisément ce que va nous dire en plus grand détail maintenant Arthur. Donc effectivement, une fois qu'on s'est attaché à décrire la répartition du choc, on va essayer de voir comment se sont distribuées les mesures d'aide. Et donc les objectifs ont été un petit peu différents sur les deux phases de la crise. Donc on distingue deux phases. Une première qui correspond vraiment à la première vague. Donc là on a mis de mars 2020 à octobre 2020, quoi. Donc la première vague est un peu ce qui s'est en suivi. Ensuite on a regroupé sur donc, toute l'année de octobre 2020 à aujourd'hui en gros, donc les vagues 2, 3 et 4, mais qu'on nomme deuxième phase par la suite. Donc dans la première phase, il y avait vraiment une visée assurantielle aux mesures d'aide. C'était pas très conditionnel, n'importe quelle entreprise pouvait avoir accès au chômage partiel si elle le désirait, même chose pour les prêts garantis par l'État.
en plus de ça, donc dans la deuxième vague, il y a vraiment une dimension sectorielle qui est venue se substituer à la façon dont les aides avaient été conçues dans la première vague, ce qui fait que la question qu'on peut se poser, une question générale, c'est est-ce que le ciblage des mesures a été adapté, et question plus précise pour cette année, c'est vraiment est-ce que le ciblage des aides mises en place à l'automne 2020, où il y a vraiment eu un tournant dans la conception de l'aide publique aux entreprises liée à la crise sanitaire, est-ce qu'elle a été mieux ajustée que celle des aides de la première vague. Donc, quelles aides on modélise? Elles sont au nombre de 4. La première, tout le monde est assez familier avec le principe de l'indemnisation de l'activité partielle ou chômage partiel. On dispose des données entreprise par entreprise pour donc les indemnisations effectives pour à peu près l'ensemble de la période, qui fait un total d'à peu près 22 milliards d'euros sur la période. Pour les prêts garantis par l'État, même chose, on a les données individuelles de recours au prêt. Avec le montant octroyé, et simplement, évidemment, on n'attribue pas de manière naïve le montant du prêt, parce que les entreprises auraient pu contracter des prêts par ailleurs sur le marché obligataire privé, et que une grande partie de ces prêts seront remboursés, mais ce qu'on estime, c'est la subvention implicite associée à la garantie d'État dans le prêt. Et donc le montant qu'on simule, c'est à peu près 12 milliards d'euros sur les prêts garantis par l'État. Ensuite, donc, chose très importante et dispositif qui va vraiment être au cœur de la deuxième phase de la crise par rapport à la première, c'est le Fonds de solidarité pour les entreprises. C'est heureux, on a pu obtenir, grâce à la Direction générale des finances publiques qui a mis à notre disposition, à la disposition des chercheurs de manière générale, les données individuelles sur les montants obtenus au titre du Fonds de solidarité pour les entreprises. Donc, on n'a plus besoin de le simuler comme on le faisait l'an dernier. Cette fois, on a les montants exacts, entreprise par entreprise. Et sur notre champ, on a un peu plus de 25 milliards d'euros au titre de cette aide. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment assez considérable. L'an dernier, à titre de comparaison, on avait un petit peu plus qu'1 milliard de FSE. Donc c'était vraiment le FSE était censé soutenir principalement les micro-entrepreneurs et avait un montant forfaitaire de 1 500 euros. Alors, il a été vraiment ajusté, son mode de calcul a changé presque chaque mois au cours de la crise, et c'est donc devenu l'outil principal de l'aide aux entreprises sur la deuxième phase de la crise. Et enfin, dernière mesure qu'on modélise, qui est peut-être un petit peu moins connue, un peu moins visible que les autres, sont les exonérations et les reports de charges sociales. Donc vous voyez en réalité qu'elles représentent un montant tout à fait substantiel, puisque c'est plus de 23 milliards d'euros sur l'ensemble de la période. Ça consiste à la fois en des exonérations et des reports, et on a une méthode un petit peu différente pour les calculer, si c'est des exonérations ou des reports, mais voilà. Quand on répartit ces aides par secteur, ce qu'on voit, c'est assez conforme à l'intuition. On a un montant, donc ici on exprime les aides en part de la valeur ajoutée de chaque secteur. On voit que l'hôtellerie-restauration, évidemment, figure tout en haut de la liste et reçoit presque 45% d'une année de valeur ajoutée en subvention, en 1 an et demi. Donc c'est vraiment... l'hôtellerie-restauration a été vraiment très très soutenue. Les autres services, donc qui sont en gros les services hors commerce, ont un montant d'aide de à peu près 32% de leur valeur ajoutée, ce qui est aussi tout à fait considérable. Et ensuite, on a une longue traîne avec l'ensemble des autres secteurs qui sont pour la plupart entre 5 et 8% d'aide. Si on décompose entre les deux vagues ces aides, on voit que l'hôtellerie-restauration a été déjà en tête sur la première vague, mais que les montants étaient surtout dus au chômage partiel, que vous voyez en bleu dans les barres, et n'étaient pas finalement si différents des montants reçus par les autres secteurs. Et qu'en revanche, quand on passe à la deuxième phase de la crise, on voit que le FSE, Fonds de solidarité pour les entreprises en vert, devient absolument considérable, particulièrement sur l'hôtellerie-restauration et les autres services, et que c'est vraiment ça qui joue le rôle principal, c'est le principal vecteur d'aide à ces secteurs, avec quand même les exonérations et reports de cotisations patronales qui figurent en orange dans le graphique. Si on repasse à une modélisation sur le même principe que celle que vous a montré Laurent précédemment, c'est-à-dire en découpant l'économie en dixièmes de valeur ajoutée et en les triant selon l'ampleur du choc Covid, donc là c'est sur l'ensemble des deux vagues, on voit que le chômage partiel et les prêts garantis par l'État sont finalement
un petit peu plus ciblées sur les entreprises des premières et deuxième barres, donc les plus touchées. Mais finalement, pas tant que ça, c'est quand même relativement homogène sur l'ensemble de la distribution et que c'est vraiment le FSE et les exonérations de cotisations qui font la différence et qui font que, au total, les entreprises les plus touchées par la crise, ou font le choc de chiffre d'affaires le plus fort, se retrouvent à être les plus aidés avec, pour la première barre, un niveau d'aide de presque 25% d'une année de valeur ajoutée. Donc, quand on décompose, c'est assez évident. Donc ça, c'est assez proche de ce qu'on avait montré l'an dernier. Donc pour la première vague de la crise, on voit que les entreprises les plus touchées ont effectivement des montants plus élevés, mais pas non plus aussi élevés que ce à quoi on pourrait s'attendre, notamment parce qu'on a toute une année de chiffre d'affaires après crise, et donc il y a des entreprises qui ont pu très bien récupérer en fait après la première vague et le premier confinement. Et donc se retrouvent finalement un chiffre d'affaires qui n'a pas évolué si négativement que ça, mais ont quand même eu recours au chômage partiel ou au PGE. Donc c'est ce qu'on voit, le chômage partiel et les subventions PGE sont assez équitablement répartis sur l'ensemble de la distribution. En revanche, quand on s'attache vraiment à la seconde vague, on a un ciblage qui est beaucoup plus précis, un gradient qui est beaucoup plus fort et un gradient décroissant qui est beaucoup plus fort selon l'ampleur du choc de chiffre d'affaires. Ensuite, une autre dimension d'analyse qui peut nous intéresser, c'est à quel point les entreprises qui ont été aidées étaient fragiles financièrement préalablement à la crise. Et donc là, on voit que la première barre, donc les entreprises les plus fragiles de l'économie, les 10% de la valeur ajoutée les plus fragiles de l'économie ont été plus aidées, certes, mais que sur le reste de la distribution, en fait, il n'y a pas eu une telle discrimination selon la fragilité financière. Et même donc sur la première phase de la crise, c'était à peu près le cas. Et quand on regarde la deuxième phase de la crise, on a même, à part la toute première barre qui sont les plus fragiles, plutôt un gradient croissant. Donc en fait, on a aidé des entreprises qui, préalablement à la crise, étaient en très bonne santé financière. Mais typiquement, n'auraient pas pu subir un choc, auraient pu subir un petit choc, mais ne pouvaient pas tenir un choc de l'ampleur et de la longueur qu'a été celui de la crise de l'an dernier. Si on regarde la distribution selon la taille, on voit qu'il y a un fort gradient décroissant de taille. Donc les aides ont principalement aidé des petites entreprises. Ce gradient était relativement faible lors de la première phase de la crise. Vous voyez que le chômage partiel et les subventions PGE notamment allaient assez loin dans la taille des entreprises et aidaient des entreprises relativement grandes. Qu'en revanche, le FSE, parce qu'il incluait très explicitement des critères de taille dans l'octroi, est vraiment centré sur des entreprises plutôt petites, enfin micro ou PME, parce que jusqu'à la 5e barre, on a quand même des PME. Et enfin, si on trie les entreprises selon leur productivité, donc productivité préalable à la crise, on voit que les aides ont plutôt ciblé des entreprises qui étaient assez peu productives. C'était déjà le cas lors de la première phase de la crise, et ça s'est plutôt un petit peu accentué lors de la seconde phase avec le FSE, et donc qui a financé des entreprises plutôt un petit peu moins productives que dans la première. Donc pour résumer, dans la première phase de la crise, on avait vraiment des mesures qui étaient globalement ciblées sur des entreprises dont l'activité a le plus baissé, malgré quand même des bénéfices des prêts garantis par l'État et de l'activité partielle qui étaient assez largement répartis sur le spectre, alors que dans la seconde phase, on a eu un ciblage beaucoup plus précis grâce au changement d'instrument privilégié de l'aide publique qui a été le Fonds de solidarité. Et avec cette petite note qu'il faut avoir à l'esprit, qu'on a aidé plutôt des entreprises petites et peu productives. Voilà, maintenant, on va s'attacher à regarder les effets des mesures pérennes du quinquennat que va vous décrire Clément Malguer. Bonjour à tous. Donc, on va s'intéresser ici non plus aux mesures d'urgence, mais aux mesures pérennes, c'est-à-dire des mesures qui ont été prises au cours du quinquennat et qui ont vocation à persister au-delà de la crise sanitaire. On va se concentrer sur deux principales mesures. D'une part, une baisse d'impôts sur les sociétés et d'autre part, la baisse des impôts sur la production. La baisse des impôts sur les sociétés,
c'est l'aboutissement d'une trajectoire qui a été entamée donc en 2017, qui a été progressive. Et ce qu'on va faire ici, c'est vraiment comparer, comme l'a dit un petit peu Laurent, la situation en 2022 par rapport à celle en 2017, sur la base des données fiscales juste avant la crise. Donc le passage de 2022 à 2017 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, c'est principalement le passage de 33 à 25% pour le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Et c'est une mesure qu'on chiffre environ à 10 milliards d'euros. La deuxième mesure importante à laquelle on va s'intéresser, c'est la baisse des impôts sur la production. D'une part, il y a une baisse de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Il s'agit d'une taxe sur l'utilisation des biens immobiliers par les entreprises. C'est une sorte de taxe sur les intrants. Et d'autre part, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est là simplement une taxe sur la valeur ajoutée produite par les entreprises. Quand on s'intéresse donc un peu au coût agrégé de cette mesure, la baisse de prélèvement qu'elle implique, on trouve environ 6,5 milliards d'euros, sachant qu'on a retranché de ce montant-là le fait que la baisse des impôts de production va donner lieu de façon mécanique à une augmentation du profit des entreprises et qu'une partie de ces profits vont être récupérés au taux de 25% en 2022. Et donc c'est ce phénomène-là qu'on appelle, cette interaction entre les deux taxes, qu'on appelle le retour IS, est chiffré à environ 1,5 milliard d'euros. Donc on est là dans des montants bien inférieurs à ce qui a été présenté précédemment, mais c'est des mesures qui ont vocation à être pérennes et donc à produire des effets chaque année. Donc, une fois qu'on a un petit peu décrit les montants agrégés, je vais maintenant juste faire un peu un exercice de répartition comme il a été fait précédemment, et on va comparer la répartition des mesures pérennes à celle des mesures d'urgence, qui est très différente et qui est naturelle dans la mesure où elles ont aussi des finalités et des objectifs différents. Donc ce qu'on voit là, c'est que les secteurs qui bénéficient le moins des mesures pérennes sont aussi ceux qui ont été le plus ciblés par les mesures liées à la crise sanitaire. Donc on voit par exemple l'industrie, beaucoup de secteurs industriels qui bénéficient plutôt des mesures pérennes, là où, comme on l'a vu, l'hôtellerie, restauration, des mesures et autres services, donc des secteurs très ciblés par les mesures d'urgence, vont bénéficier à terme assez peu de ces mesures-là. Quand on s'intéresse un petit peu on peut décomposer donc la baisse des impôts de production entre deux composants. D'une part, la baisse sur la valeur ajoutée et d'autre part, la baisse de CFE. On voit que les baisses de CFE sont très concentrées sur les secteurs manufacturiers, ce qui est vraiment une conséquence un peu mécanique de la modalité de la baisse qui en fait a porté sur la valeur des établissements industriels. Et donc du fait de ce ciblage-là, on voit que la baisse d'impôts de production cible plutôt intensément les secteurs industriels. Donc si on fait abstraction de mine, énergie, eau et déchets, là on n'a que des secteurs qui relèvent du secteur manufacturier, parmi les plus gros bénéficiaires. Si maintenant on regarde un petit peu la taille des entreprises qui vont être les principales bénéficiaires de ces mesures, on voit que rapidement, parmi les faibles, parmi les petites entreprises, il y a notamment, on bénéficie assez peu de la baisse des impôts de production. Donc ça, c'est le fait que la CVAE, qui est un impôt qui fait partie, donc qui est affecté par la baisse, ne touchait pas beaucoup les petites entreprises. Donc on voit que les gains sont les plus forts à partir de la 5e barre qui, pour le rappeler là, concerne des entreprises assez grandes. 290, c'est la taille moyenne des entreprises dans la 5e barre. Donc dans la 5e barre et au-delà, on regarde du coup des PME, des ETI, des grandes entreprises, enfin des grosses PME. Donc c'est vraiment là que les gains sont concentrés. Ça contraste vraiment avec les mesures d'urgence. Une fois de plus, c'est pas extrêmement surprenant. Là encore, si on s'intéresse maintenant à l'intensité capitalistique, comme disait Laurent, une mesure plutôt qui est intéressante si on veut comprendre l'effet à long terme des mesures, on voit que c'est plutôt les entreprises capitalistiques qui sont ciblées par ces baisses. Et c'est le fait, d'une part, de la baisse des impôts à la production, mais également, dans une mesure un peu moindre, des baisses de l'impôt sur les sociétés. Donc on voit que les entreprises capitalistiques bénéficient plus, mais on n'arrive pas vraiment à trouver une relation très nette entre la productivité des entreprises et la mesure dans laquelle elles sont ciblées par ces aides.
Et enfin, et c'est la dernière dimension qu'on va vous présenter, une fois qu'on s'intéresse à l'ampleur du choc Covid, et on voit qu'il n'y a vraiment pas du tout de relation évidente entre les mesures pérennes et l'exposition au choc Covid. Encore une fois, ça exprime bien le fait que ces mesures pérennes-là étaient, à un sens, même si la baisse des impôts de production faisait partie du plan de relance, l'objet de ces baisses d'impôts avait autre chose en tête que simplement pallier aux effets directs de la crise sanitaire. Voilà, en conclusion, comme l'a montré Arthur, les mesures d'aide au Covid étaient très ciblées sur des entreprises qui étaient durablement frappées par la crise sanitaire, notamment dans la seconde phase. Et en termes de caractéristiques plus structurelles, c'était des entreprises petites, peu productives. Et à l'opposé de ça, on voit que les mesures pérennes bénéficient aux entreprises industrielles, plutôt capitalistiques, et qui ont eu tendance à échapper, ou en tout cas n'ont pas fait partie des entreprises les plus affectées par la crise. Et au vu de ce ciblage des entreprises grandes, capitalistiques, il sera intéressant de voir à terme quels vont être les effets qui vont se dérouler au cours des années à venir, les effets sur le comportement, mais aussi la performance des entreprises, et à terme sur le tissu productif de ces mesures pérennes. Voilà. Maintenant, on va prendre quelques questions de la salle avant de passer à la suite. Oui, bonjour, j'avais une question concernant les impôts de production. Donc je voulais savoir pourquoi le coût estimé était d'environ 6,5 milliards, alors qu'il me semble que le coût annoncé par le gouvernement était de 10 milliards environ. Et pourquoi une telle différence? Alors j'ai compris le... Oui, donc en fait le coût, la différence principale, donc déjà il y a environ 1,5 à 2 milliards de retours d'IS qui ne font pas partie des 10 milliards du chiffrage, et l'autre, il y a une baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'on n'a pas réussi à prendre en compte parce qu'on n'a pas les données. Et ça représente un montant du coup d'environ 1,5 milliard sur le gouvernement, et c'est ce qui explique au final l'écart. Donc l'écart s'explique à moitié par le retour IS et d'autre part par la prise en compte de cette mesure dont le ciblage doit être assez proche de celui de la CFE, donc je ne pense pas que ça change beaucoup le gradient et la distribution sectorielle ou par taille, etc. Mais en fait, on n'a pas de données directes sur les montants payés par les entreprises de taxes foncières. Donc du coup, on n'a pas vraiment pu le chiffrer aussi précisément. Voilà. L'hôtellerie, la restauration, étaient les grands bénéficiaires première question, en masse, ça représente quel pourcentage du montant? Juste ce secteur. Donc on prenne en gros ce qui est le résultat mécanique. Donc la question c'est d'essayer de comprendre, à partir de l'hôtellerie-restauration, qui a l'air d'être le grand bénéficiaire des mesures de la première vague, donc quel est le pourcentage qui spécifiquement va à ce secteur, et comment ça évolue au fil du temps, et qu'est-ce qui fait que, si je comprends le récit que vous faites, il y a eu un déplacement, alors même que l'hôtellerie-restauration restait très, très impactée, et comment on l'explique? Donc je comprends que l'instrument a changé, mais quel est l'indicateur qui a déclenché ce changement s'il a lieu, quoi, voilà, pour bien. On ne va pas avoir réponse à tout, sauf peut-être dans les 2-3 minutes qui suivent. Mais alors, première chose, en réalité, ce qu'on montre, c'est tout de même que l'hôtellerie-restauration a toujours été, en pourcentage de sa valeur ajoutée produite, le premier bénéficiaire. Et en fait, il l'a été encore plus dans la seconde vague. Hein. En fait, la première vague était plus indiscriminée suivant les secteurs. Il y a vraiment cette logique de grande incertitude. Aucun secteur ne se sentait vraiment à l'abri, et tous les secteurs en ont demandé, en fait. Des PGE, du chômage partiel. Deuxième vague, à la fois moins de demandes de beaucoup d'entreprises pour des PGE ou du chômage partiel, et aussi des dispositifs plus ciblés sur les secteurs dont on sait maintenant qu'ils ont été fortement touchés. C'est beaucoup mieux documenté à partir d'octobre 2020, et le FSE est réajusté tous les mois pour être sûr que vraiment on capte ceux qui, j'allais pas dire ceux qui se plaignent le plus, mais un petit peu quand même. Donc en fait, l'hôtellerie-restauration, en pourcentage de sa valeur ajoutée, a
est devenu de plus en plus le plus grand bénéficiaire. Alors après, Si je peux répondre directement à la question, c'est 20 milliards d'aides pour, dans ce qu'on modélise, c'est 20 milliards pour l'hôtellerie-restauration, donc à peu près un quart du total. Un quart du voilà. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a quelques secteurs qui en ça monte en pourcentage. Ouais. C'est ça l'idée. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelques secteurs, par exemple le commerce, en pourcentage de sa valeur ajoutée, c'est moins fort que l'hôtellerie, mais comme c'est une plus grosse part de la valeur ajoutée, ils ont en fait bénéficié aussi beaucoup en euros, et sur certaines périodes plus que l'hôtellerie.